Bonjour, je termine la dernière partie sur la santé et l'éducation. Du moins, je vais essayer j'espère plutôt réussir à bloquer le projet de loi sur la santé en Algérie et l'éducation. Et j'espère aussi qu'à la fin, mes compatriotes d'Algérie, en particulier les médecins résidents et les enseignants, vont reprendre le travail. Je l'espère, moi, parce que l'affrontement est déconseillé maintenant. C'est-à-dire, personnellement, j'appelle à la paix. Je souhaiterais qu'aucune manifestation populaire de masse ne doit être organisée en Algérie. Ceci ne veut pas dire qu'il ne faut pas réclamer ou revendiquer ou dénoncer, mais maintenant ça doit se faire dans un cadre un peu plus intelligent, plus restreint, des forces de frappe. Donc avant d'aller sur la santé et l'éducation, j'ai oublié dans la première partie de parler des médias, des journalistes. Nommément, je cite M. Michel Colomb d'Investigue Action. Ce que vous faites dans les journaux, votre présence dans les médias vous honore. Ce que vous dites vous honore. Mais dans le cas où des violences ou un conflit démarrerait en Algérie, je vous invite humblement à faire de l'anticipation, c'est-à-dire appeler à la paix dès maintenant, sensibiliser l'opinion publique européenne, fraternellement dit, et respectueusement, dans le cadre de l'Algérie, de ma patrie d'origine, je vous demanderai d'éviter les analyses circulaires. Il faut aller un peu plus vers du plus profond, là. Mais votre travail pour la paix dès maintenant, pour anticiper les violences en Algérie, est le bienvenu. Nous avons échangé ensemble. Monsieur Edoui Plenel de Mediapart, votre travail en France ne m'intéresse pas. Je sais que vous faites du journalisme d'investigation, je sais que vous avez mis dans un pétrin un chef de l'État, vous avez parlé beaucoup de la Libye, de son chef d'État assassiné, etc. etc. Ça, c'est votre travail. Même chose, dans le cadre de l'Algérie, de ma patrie, je vois que je n'ai jamais lu un texte de votre part sur l'Algérie et la France, quand bien même votre pays est en train de faire des ravages dans mon pays. Je suis vacciné, immunisé contre la haine, le mépris et le racisme. J'ai des amis français. La loi me permet même de devenir français. Ça m'étonnerait qu'on me l'accepte. S'il vous plaît, si des événements tragiques venaient à se produire en Algérie, je vais vous le dire d'une manière crue, votre silence serait mieux apprécié que vos papiers. Monsieur Nicolas Beau de Monde Afrique. J'ai vu votre parcours, les journaux, ceci, cela, etc. Quels sont les journaux où vous avez travaillé, Le Monde, je ne sais pas moi, Le Canard enchaîné. Vous avez lancé Monde d'Afrique, je ne sais pas, je ne sais pas qui veut freelance, ça ne m'intéresse pas de savoir. Vos papiers que vous écrivez sentent la manipulation, l'intox. Tout à l'heure, je vais utiliser un des papiers de Monde Afrique sur la santé pour démontrer ce que je viens de dire.
S'il vous plaît, je ne sais pas, je ne lis pas vos papiers, ils ne sont pas attractifs. Il y a de la nausée dans vos textes. Hein. Il y a de la nausée, ils sont dégoûtants, mal écrits, je ne sais pas, ils sont repoussants. J'espère que mes compatriotes d'Algérie vont mettre une croix sur votre journal, là, votre canard. J'ai l'impression que vous parlez trop des services de sécurité, des services de renseignement, etc. S'il vous plaît, sur le cadre de l'Algérie, évitez-nous les problèmes là. Du moins, évitez-nous les problèmes. Vous ne pouvez pas les éviter, vous n'avez aucun moyen, vous avez les moyens plutôt de les attiser. Pour le prochain candidat à la présidentielle, j'ai dit que je vais tenter de donner son profil. J'exclus que l'actuel se présente, se représente, etc. Élément hors jeu. C'est-à-dire, je ne vais pas l'inclure. Le profil qui sera appuyé sera comme suit. Un homme, une femme, deux hommes, deux femmes, je ne sais pas là, combien de candidats ils seront. Je ne sais pas combien de candidats, peut-être qu'ils sont 2 ou 3, voire 4. Peut-être une dizaine, je ne sais pas, mais celui qui sera appuyé le plus doit avoir eu un parcours politique erratique. C'est-à-dire, on ne sait plus s'il est de gauche, s'il est de droite, s'il est pour la démocratie contre la démocratie, pour les libertés contre les libertés, etc. Il va faire dans la langue de bois, et dans une langue de bois très stylisée, hein, très stylisée. Il défendra à demi-mot la majorité, il ne parlera jamais de la dotation de l'Algérie d'un hymne national bilingue. Ça, oui, il sera un libéral, très libéral, hein, pour ne pas dire un capitaliste, un ultra-capitaliste. Peut-être qu'ils vont le pousser vers le libertarianisme. Il va être appuyé par des fortunes. Loin. Comme ça, un parcours politique erratique dont il n'aura pas une assise populaire solide, appuyé par des fortunes dont il sera à leur merci. Oui, il va faire dans la recherche du compromis qui sera une catastrophe pour l'Algérie parce que l'Algérie a besoin d'une rupture. L'Algérie a besoin d'une révolution pacifique. Il sera dans le modèle tunisien, exactement dans le modèle tunisien, hein, dans le modèle politique tunisien actuel. À l'intérieur, il y a une clientèle immense. Il n'aura aucun problème pour trouver des ministres. Il va installer des ministres assez technocrates, faciles à sauter. Et il y a de la clientèle. Hein. La clientèle, c'est pas ce qui manque en Algérie, là. Pour des ministres, pour des postes de conseillers surtout. Hein. Les postes de conseillers sont d'envoyés les postes d'envoyés spéciaux, là, de chefs de mission, d'observateurs, quelque chose comme ça. Hein. Type là, c'est-à-dire ces fonctions qui n'engagent pas le titulaire vis-à-vis de l'opinion publique. Mais c'est prestigieux, c'est-à-dire ces conseillers-là, ils seront très nombreux, ils seront attirés par les salaires à l'étranger, les voyages, les missions, etc. Nous sommes des humains, on est attirés par ça, le plaisir, etc. Ça c'est pour l'intérieur. Il mettra au ministère de la Justice un ministre assez flasque, hein, c'est-à-dire un ministre qui ne va pas remettre en cause le passé, c'est-à-dire qui ne doit pas fouiller. Actuellement, il ne demandera jamais la suspension de la bâtarde constitution ou bien la dissolution de l'Assemblée. Il ne demandera jamais ça. Pour les postes à l'étranger, il mettra sous couvert de l'expérience. Sous couvert de l'expérience, il mettra des apparatchiks.
prétendument qu'ils ont l'expérience, telle que la diplomatie, telle que certains postes d'ambassadeurs clés, etc., les attachés militaires, attachés défense, etc. Il mettra, alors que c'est parce que lui-même n'a pas d'expérience à l'international. Il n'a aucune compréhension des enjeux internationaux. Donc là, actuellement, ils vont le former. Hein. Je ne sais pas, ils vont former ce candidat-là, mais ils vont former peut-être 3 ou 4. L'autre signal, bien sûr, il va faire de la compromission avec les islamistes. Il va faire de la compromission avec les islamistes. Oui, il va tenter de se fabriquer une dimension internationale. Hein. Il va tenter de se fabriquer une dimension internationale. Il va se déplacer, il va faire des conférences, des discours du style aristocrate, noble, alors que la noblesse, c'est pas du business, on l'a ou on l'a pas. On l'a ou on l'a pas. Donc voici, depuis que Hussein est parti, Hussein est parti, alors Hussein ne sera pas content de ce que je vais dire, donc je préfère ne pas le dire. Bon, après le carnage là du FMI, maintenant je vais parler de la santé, de manière très décontractée. Je vais prendre ma revanche sur les cours en santé, en économie de population et en économie en général, chose que je ne pouvais pas dire. Par exemple, je vais parler des droits humains, du droit à la santé. Du droit à la santé. Ça, le dire à l'Université de Montréal, là, des mecs qui vont te mettre dans l'acide. Ça n'existe pas, ça, un droit à la santé, là. Combien il coûte, c'est comme ça qu'on dit. Avant, donc, je ne sais pas. Dans une école, dans une université, je peux parler, il n'y a aucun problème. Hein, c'est-à-dire, voici un livre d'économie familiale, la santé, le ménage, etc., etc. C'est des mathématiques, etc. Donc je vais rire un peu, bon, ben, ça va me décontracter. Sur mon compte Facebook, tout en le signalant, hein, voici analyse économique de la suppression du programme de la procréation assistée au Québec. Ça, c'est une version, il y a une autre version. Ça, c'est une approche imposée par le professeur. Bon, ça, c'était pour utiliser ce qu'on appelle the first best, the second best. Hein? C'est les théorèmes, l'optimum du premier choix, l'optimum du second choix. C'est de la microéconomie. Le principe, la santé au Canada est classée comme un problème économique contemporain. Qu'est-ce que c'est qu'un problème économique contemporain? Ce sont toutes les problématiques économiques qui se posent, pour lesquelles les solutions qui ont été mises en œuvre présentent, après une pratique par les politiques publiques, la responsabilité ministérielle, la responsabilité parlementaire, le travail dans les structures, dans les hôpitaux, dans les écoles, etc., présentent des signes, ou bien elles présentent des résultats qui démontrent l'inefficacité économique. Que ce soit une efficacité productive ou allocative. C'est-à-dire, quelles sont les ressources, comment est-ce qu'on a réparti les ressources, pourquoi on perd de l'argent, pourquoi on gagne de l'argent, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle les problèmes économiques contemporains. C'est-à-dire, il n'y a pas on n'a pas trouvé une solution définitive. Ce que je vous recommande, c'est très important. Très, très, très important. Vous avez ici, c'est Esther Duflo,
La voici ici. Elle a de la vidéo, elle a des supports de texte. Esther Duflo, c'est une Française très timide. Moi, j'ai vu toutes ses vidéos. Ici, c'est la santé. Hein. Il y a combien? 1 sur 2. Donc, il y a 2 cours sur la santé. 2 cours sur la santé. Moi, je vais peut-être parler pendant 1 heure. Hein. C'est des cours qui prennent minimum 30 heures. Ça, c'est des cours, ça, c'est pour les généralités. Hein. Esther Duflo est une Française, actuellement professeure au MIT, si elle n'a pas changé. Esther Duflo, c'est une sommité mondiale en économique. Sommité mondiale. Le jour où elle perdra cette qualité, c'est une sommité. C'est vraiment de la classe. Hein, vraiment, c'est de la classe, que ce soit dans le contenu, dans le comportement, dans la pédagogie, etc. Elle montre des signes, quand elle parle, elle montre des signes de timidité. Moi, j'essaye de me battre contre ma timidité. Ça fait très mal au ventre. Donc, de temps en temps, je fais des boutades comme ça. C'est la timidité qui fait ça. Donc, je vous recommande ces cours sur la santé, l'eau, quelque chose comme ça, etc. Moi, je les ai tous vus. L'éducation, etc. C'est des cours très, très utiles pour des pays sous-développés comme l'Algérie. Nous sommes un pays sous-développé. Ça, il faut que nous le mettions dans la tête. Nous sommes un pays sous-développé. Donc, c'est le type de cours à partir desquels on doit tirer des comportements de politique publique, de politique de développement. C'est l'économie du développement. Esther Duflo a travaillé sur de la théorie empirique, c'est-à-dire elle a fait des déplacements en Afrique et en Asie, et elle a produit des études. Esther Duflo, c'est vraiment monumental, hein. C'est du gros calibre, là, hein. Ouais, donc, bon, je vais faire sourire un petit peu la femme de ma vie. C'est pas en parlant de santé, mais la femme de ma vie est devenue un chromosome. Hein. Ça y est, hein, c'est un chromosome. Il est quelque part dans l'ADN, il circule. C'est un chromosome. La mienne, elle est son domaine. Dieu merci, est un domaine que je ne maîtrise pas du tout, que je ne comprends pas. Je ne comprends pas un mot. Elle fait de la logique floue, elle fait de la logique de Peano. Vous cherchez la logique de Peano, c'est des symboles, c'est des spaghettis, etc. Je ne comprends absolument rien. Alhamdoulilah. C'est-à-dire, je ne peux pas l'aider. C'est l'enfer. D'ailleurs, elle m'engueule à cause de ça. Elle est Dieu est tranquille, etc., etc. Bref, elle passe sur le marché, elle se déplace beaucoup. Donc, ça c'est Esther Duflo que je recommande. Personnellement ici, dans mon compte Facebook, vous allez trouver un travail, j'ai dit tout, hein, il n'est pas scientifique, il n'est pas académique, il n'est rien, ni rien. C'est un travail très très léger sur analyse économique de la suppression du programme de la procréation assistée au Québec. Procréation assistée. Parce qu'au Québec, ici, un problème de démographie monstre s'est posé. Donc, il fallait relancer la démographie. Pour relancer la démographie, le gouvernement doit payer les femmes. Pour avoir des enfants, il doit faire. Et il doit les payer. Ça se paye. Il faut payer. Dingue, hein? C'est un peu sévère. Dis-moi, c'est un peu sévère. C'est comme ça, hein? C'est comme ça. Je prends ma revanche sur ces cours-là. En revanche, c'est pas possible, ça. Il faut payer une femme pour avoir un enfant. Donc, comment est-ce qu'on pose ces problématiques à l'université? Vous dites qu'il y a une politique publique qui existe. Elle est fonctionnelle. Démontrer qu'une solution différente ou son contraire serait mieux, aurait été mieux. Dans ce cas, de la procréation assistée, avant il n'existait pas, il a été créé, ensuite il a été supprimé. Donc moi, il fallait démontrer que la suppression n'était pas bonne, c'est-à-dire il faut revenir. Est-ce que les arguments que j'ai développés étaient bons ou pas bons?
à l'essentiel. Voilà, ce texte a été accepté. Mais avant, il y a le même texte, le même sujet que j'ai abordé sous un autre angle, ce qu'on appelle l'angle budgétaire. C'est toujours le programme de la procréation assistée. Après une semaine de travail, c'était un travail de groupe. Après une semaine, les deux autres membres du groupe, ils ont abandonné. C'est un sujet qu'on ne comprend pas. On ne marche pas dans ce sujet. Donc ils ont abandonné, j'ai vu le professeur, voilà ce qui s'est passé, etc. Il a contacté les étudiants, ça y est, vous avez abandonné, et oui, c'est Chérif qui va s'occuper, oui, ok, très bien, donc tout seul. Donc, l'abandon m'a donné un bonus. C'est l'avantage, hein, on gagne toujours. Quand j'ai fait ce travail, une dizaine de jours, je lui ai proposé le plan, c'est comme ça que ça se passe ici. Regarde, la relation est décontractée, mais c'est toujours en offre. Hein. C'est-à-dire, c'est pas devant tout le monde, à cause de la timidité. Il a dit, abandonne-moi ça là. Approche budget, là, ça m'intéresse pas. Tu vas aller dans le déficit public, etc., dans la dette publique, etc. Tu vas me parler de. Moi, on parle, lui, il est un langage assez fleuri. Et moi, je veux que tu me parles. La femme, des bébés, pourquoi on va avoir des bébés, combien ça va coûter, etc., etc. Il dit, approche budget, abandonne. C'est bon. Donc, Esther Duflo, ça. Je vais ensuite... Tunisie, la mafia médicale, par la rédaction de Monde Afrique. Je ne sais pas si c'est Nicolas Beau qui a fait cette interview. L'intervieweur n'apparaît pas, mais on l'écoute. Hein. Le voici. Voici le ministre de la Santé, l'ancien ministre de la Santé tunisienne. On ne voit pas l'intervieweur. L'intervieweur, à la 16e minute, à la 15e minute, vous allez l'entendre dire à la façon algérienne, mafia à la façon algérienne dans le secteur de la santé. Voici le titre, Tunisie, la mafia médicale. Voici le texte. C'est du n'importe quoi. Quand vous allez l'entendre, oui, effectivement, ce ministre a parlé, il s'appelle Monsieur Saïd Haïdi, il a parlé de la mafia. Il a été démissionné par un syndicaliste. Celui-là, il a été démissionné par un syndicaliste. Bon, comme ça, hein, on dit comme ça. Un syndicaliste ne peut absolument rien faire s'il n'est pas appuyé, s'il n'est pas envoyé. Ce monsieur... ce monsieur est un polytechnicien. Il a créé une start-up qu'il a revendue à Microsoft en France et aux États-Unis. Ensuite, il a travaillé pour Microsoft. Il est venu en Tunisie, il a été ministre de l'Emploi. Ensuite, il a été appelé à devenir ministre de la Santé. Après ce qui s'est passé dans les hôpitaux tunisiens, après avoir tenté d'y remédier, on lui a cherché la petite bête et ils ont eu sa peau. Donc ce monsieur n'a absolument rien à voir avec la santé. C'est-à-dire il n'est pas médecin, il n'est pas chirurgien, il n'est pas dentiste, il n'est pas pharmacien, rien, c'est un polytechnicien. J'ai écouté tout ce qu'il a dit, j'ai écouté d'autres interviews. J'ai l'admiration, je pense que ce monsieur est d'extraction noble. Tout à fait au début. Vous allez l'entendre dire la tarification à l'acte. Ensuite, il a parlé de l'intérieur de la Tunisie, des grands hôpitaux régionaux, etc. Le titre, c'est Tunisie, la mafia médicale. L'enjeu principal de la démission de la poussée vers la porte de sortie de ce ministre et la tarification à l'acte. J'ai écouté énormément, beaucoup de ces interviews plus tôt.
Je pense qu'ici au Canada, c'est la tarification à l'acte qui est appliquée, bien sûr. En France, il y a une tarification à l'acte. Dans l'état actuel de l'Algérie, c'est ce que je vais démolir. Dans l'état actuel de l'Algérie, c'est la politique que je vais démolir. Mais je pense que ce monsieur, il a été induit en erreur sur un concept qui est mal utilisé dans la santé, dans un concept économique utilisé, c'est ce qu'on appelle l'excès de demande. L'excès de demande, et la gestion par l'acte et l'évaluation par les résultats. L'évaluation par les résultats est très difficile. Très difficile à obtenir. J'ai écouté un monsieur, médecin résident algérien, dans une interview. Il a développé quelques arguments. Ces arguments, ils étaient très faciles à retourner contre lui pour qu'ils arrêtent la grève. Les arguments qu'il a développés. Il a utilisé une expression. Il a parlé de la médecine de luxe dans le Sud. Donc, dans ici, c'est chez les Faïsat, la conférence Impact économique de Tamazirt. J'ai traité de la santé quelque part ici. Hein. Voici traité de la santé, les impacts économiques de la santé, les impacts économiques de Tamazirt dans la santé. J'avais 1 heure de temps, je l'ai traité en 2 minutes. C'est une approche utilitariste que j'ai développée. Et moi, l'essentiel, c'était de calculer combien on va gagner. L'approche que j'ai développée, je n'avais pas le choix. Il y avait un cadre universitaire, c'est l'Université de Montréal, c'est l'école de là. C'est Chicago. Avec le recul, je referai la même chose, mais pas avec les mêmes arguments. Si j'obtenais le pouvoir de décision, ici j'ai dit qu'il faut créer un centre de recherche dans le Sud, etc. Je vais créer 5 hôpitaux universitaires dans l'extrême sud algérien. 5 hôpitaux universitaires de niveau mondial, c'est-à-dire de niveau international. L'accès sera sélectionné, c'est-à-dire la formation sera dispensée en anglais et en tamazirt. Pourquoi tamazirt? Donc c'est pour intégrer le savoir tamazirt dans le savoir universel. Ça, vous allez me dire que c'est de l'utopie. Oui, c'est de l'utopie, mais c'est de la noblesse. Mais aussi c'est pour gagner de l'argent. Ils vont développer de la recherche avec les Australiens qui ont un désert. En Australie, on soigne les Australiens qui vivent dans le désert. Ils vont développer de la recherche avec la Californie, avec l'Afrique du Sud et la Namibie, avec le désert de Kalahari. Ils vont développer de la santé avec l'Alaska, avec le Canada, la Norvège, la Finlande, etc. Pourquoi? L'enseignement sera en anglais. Il sera en tamazirt, c'est-à-dire avant d'y aller là-bas, monsieur, tu vas taper 1 année d'anglais, 1 année et demie, et 1 année et demie de tamazirt. Tu vas ensuite, là, maintenant, il y aura le reste. C'est pour cette raison qu'il faudra, je dis bien 5 centres universitaires. J'ai parlé du développement durable des détenus dans le sud algérien. Hein. Je dis bien. Ensuite, les Algériens vont supplier le bon Dieu pour qu'ils réussissent à y aller.
Ensuite, une fois un cursus en anglais, du moins les langues, une année et demie de langue en anglais et de tamazight, tu as admis à ça, tu vas aller à l'université et tu as des livres de ce type. Tu as des livres de ce type en anglais sur la santé, sur l'économie de la famille, etc., etc. Donc, ce que je veux dire sur la santé, il n'y aura aucune différence d'analyse avec l'éducation. La santé et l'éducation s'analysent de la même manière. Qu'est-ce qui change? C'est l'unité d'analyse, l'appellation de l'unité d'analyse. L'unité d'analyse dans la santé, c'est un acte médical, c'est un acte de soin. Dans l'éducation, c'est un acte d'enseigner, c'est un cours. Maintenant, que l'unité soit une séance de cours d'une heure et demie, ou bien de 3 heures, ou bien un module complet de combien d'heures? De 30 heures ou de 42 heures. Je ne sais pas comment est devenue l'organisation de la formation en Algérie, l'enseignement supérieur, je parle. Hein. Après, je vais développer ici. Maintenant, je vais dire des choses introductives qui vont surprendre. Ça, je vais me venger. La revanche. C'est des trucs que je ne pouvais pas dire à l'université. Approche des droits humains. La santé. C'est un droit humain. Un droit humain. Un droit humain. Un droit humain. Certains vont dire, voilà un adepte, Hussein Ahmed, qui a introduit les droits humains en Algérie. C'est une bombe atomique qu'il a introduite là. Oui, c'est un droit humain. C'est ce qu'on appelle un droit créance. Donc, un droit créance, ça veut dire qu'on se place toujours du côté citoyen, ou bien sujet en Algérie, parce qu'on n'est pas encore des citoyens. C'est un droit créance, c'est-à-dire l'État doit l'assurer. Ils se débrouillent. Comment? Ils s'endettent, tous les Algériens vivants doivent bénéficier de la santé. De la gratuité de la santé. Je dis bien de la gratuité de la santé. Si l'État paie les autres, on s'en fout. Mais le citoyen, il va partir, il va se faire soigner gratuitement. L'éducation, la même chose. L'Algérien doit partir à l'école, il doit se faire éduquer, enseigner gratuitement. Je dis bien gratuitement. Pourquoi la santé doit être un droit, est un droit humain, est un droit créance, c'est-à-dire il doit être assuré, garanti, assuré gratuitement. Ça, c'est des questions qu'on ne pose pas à l'école, ça. Du moins, à Chicago, dans l'économie de marché, on les pose pas. Est-ce que la vie d'un individu lui appartient? Ça, chacun va répondre comme il veut. Est-ce que ma vie m'appartient? Moi, je ne vais pas répondre à cette question. Chacun répondra à sa manière. Attendez, je vais fermer ça. Donc, Esther Duflo, je peux fermer ça. Et je peux fermer ça. Maintenant, est-ce que la santé d'un individu lui appartient? Est-ce que ma santé, votre santé, la santé de mon ange, est-ce qu'elle lui appartient à elle seule? Question. La santé, est-ce que c'est un droit privé? Est-ce que c'est un droit... est-ce que c'est un bien privé? Est-ce que c'est un bien commun? Est-ce que c'est un bien public? La santé du président de la République, est-ce qu'elle lui appartient ou bien est-ce qu'elle appartient au public? La santé d'un ministre, est-ce qu'elle lui appartient ou elle appartient est-ce qu'elle est partagée par les autres, par les citoyens, par les Algériens par exemple? Est-ce que c'est un bien commun? Est-ce qu'il est partagé par uniquement quelques-uns? Est-ce que c'est un bien privé? Il lui
La santé lui appartient à lui tout seul. Par élimination, la santé n'est pas un bien privé. Parce que ma santé bénéficie aux autres. Donc elle ne peut pas m'appartenir. Pour ceux qui veulent voir un petit peu cet aspect-là, allez-y du côté de l'optimalité, l'ophélémité de Pareto. Est-ce que ma santé m'appartient? Non, les autres en bénéficient. Donc ma santé n'est pas un bien privé, c'est un bien commun. Est-ce que ma santé est un bien public? C'est-à-dire, est-ce que c'est tout le monde qui a le droit de bénéficier, d'utiliser ma santé? Non. Ce n'est pas tout le monde qui a besoin, qui peut utiliser ma santé. Je suis à Taman Rasset, je vais me situer à Taman Rasset, parce qu'il y a des problèmes de distance que je vais introduire tout à l'heure. Je suis à Taman Rasset, je travaille là-bas, je vis là-bas, etc., etc. Je produis, ma santé à Taman Rasset sert la population de Taman Rasset, sert ma famille, mais est-ce qu'elle peut être utilisée par les habitants de Tizi Ouzou, de Tlemcen ou d'Annaba? Non, ils m'ignorent. Mais dans un cercle proche, c'est-à-dire est-ce que je rends un service public ou pas, est-ce que je rends un service commun? Voilà la question. Donc, puisque ma santé est un bien commun et elle est rivale, c'est-à-dire s'il est utilisé par certains, il n'est pas utilisé par d'autres. Ça, c'est la première. Deuxième, ça, c'est ce qu'on tente de vous introduire en Algérie. Ça, c'est Castonguay, Claude Castonguay, on a ici au Canada. Est-ce qu'il y a un marché de la santé? La santé et la maladie, c'est le même produit, c'est le même état. Quand on est en santé, on n'est pas en maladie. Quand on est en maladie, on n'est pas en santé. C'est les deux faces d'un même objet. La vie et la mort. Quand on est en vie, on n'est pas en mort. Quand on est mort, on n'est pas en vie. Voilà. Est-ce qu'il y a une offre et une demande de santé? Est-ce qu'il y a un marché? Non. Il n'y a pas de marché. C'est-à-dire, quand vous vous levez le matin, vous n'allez pas sortir et aller, vous êtes à Taman Rasset, vous allez partir à Ngzem. Vous allez dire aux habitants de Ngzem, dans une place là, je suis en excès de santé, je veux vendre cet excès de santé. Ça n'existe pas. Vous ne pouvez pas faire la même chose. Vous allez dire, monsieur, je suis en excès de maladie. J'ai beaucoup de maladies, j'ai un mal de tête, j'ai mal aux pieds, j'ai mal au ventre, etc. Est-ce que je peux te vendre mon mal de pied? Est-ce que je peux te donner mon mal de pied? Tu vas me donner de l'argent, je sais pas là, et je te donne de l'argent. Voilà. Il n'y a pas ce marché. Il n'existe pas de marché. Donc c'est ce qu'on essaie de vous introduire en Algérie. Mais puisqu'il n'y a pas de marché de la santé et de la maladie, c'est-à-dire vous n'allez pas chercher comme du pain. C'est un peu complexe, c'est un peu abstrait, ça je le comprends, je suis à l'aise dedans, du moins je comprends la situation. Donc puisqu'il n'y a pas de marché de la santé et de la maladie, on ne peut pas définir une offre et une demande. Donc il ne pourra jamais avoir une offre excédentaire ou bien une demande excédentaire. Une demande excédentaire, c'est la pénurie. Donc, on ne peut pas définir un prix d'équilibre. Et quand on ne définit pas un prix d'équilibre et quand il n'y a pas d'offre et de demande, il ne peut pas, ce sont les deux attributs principaux d'un marché, les deux attributs principaux d'un marché. Bon, il y a d'autres, l'entrée-sortie et ce qu'on appelle une autorité de régulation quelque part, un arbitre, pas Walras, pas Adam Smith. Ça ne marche pas. Il y a une nature. Il n'y a pas de marché. Donc on ne peut pas tarifer. On ne peut pas tarifer. Donc je marque juste 5 petites minutes, comme ça, je dois fumer les blagues. On ne peut pas dans le chemin, les blagues.
Je continue. Pourquoi maintenant, bon, je suis loin d'Alger, hein, je suis loin d'Alger, mais c'est ma patrie, je vais en parler. Un survol comme ça, de management, un survol, hein. Autour de, bon, il y a le secteur public, il y a le secteur privé, dans le domaine de la santé. Dans le secteur public, il y a des lobbies à l'intérieur d'un hôpital, d'un centre de santé. Dans les services, dans le réseau de santé algérien, est-ce qu'il y a des soins de première ligne? Je pense qu'ils les ont déjà rationnés à cause des anciens programmes d'ajustement structurel du FMI. On va prendre l'hôpital d'Adrar par exemple. Je ne sais pas s'il y a un hôpital à Adrar. Hein. Quels sont les lobbies qu'il y a autour? Vous avez le lobby de l'administration, vous avez le lobby des médecins, maîtres assistants, professeurs, éventuellement, je ne sais pas s'ils sont stratifiés. Est-ce qu'il y a un lobby des infirmiers, des agents paramédicaux et des agents de l'administration? Vous avez deux, trois lobbies de l'extérieur, puisque je vais supposer hein, que la nourriture est produite à l'intérieur de l'hôpital. Donc de l'extérieur, il y a le lobby des fournisseurs des produits alimentaires. Vous avez les fournisseurs des médicaments et des équipements médicaux. Vous avez les réseaux de connaissances entre le secteur privé et le secteur public. Ça, ce sont les réseaux. Donc, au-dessus, il y a la direction de la santé, le ministère de la Santé, etc. Ça, je vais passer parce qu'on va passer 3 ans. C'est un problème économique terrible. Bon, comment ils interagissent, etc. Ça, vous l'avez suffisamment discuté, je présume. Dans la santé, il n'y a pas de contrat. Quand je vais aller chez le médecin à Adrar, j'ai besoin d'une consultation, par exemple, pour ma cheville qui est fracturée. S'il n'y a pas de médecin spécialiste sur place, on va m'évacuer sur Alger ou Béchar ou Tindouf, je ne sais pas où là. Donc, ça crée des frais, des coûts. On appelle ça des coûts. Bon, si je suis dans une région plus ou moins dense, dans son infrastructure, peu importe la distance, si un malade du secteur privé ne peut pas être pris en charge intégralement dans la clinique, dans le centre, dans l'hôpital, il va être transféré vers le secteur public. Qui paye? Qui encaisse? Dans les deux cas, ce régime d'assurance maladie, je vais présumer que c'est un droit. Hein, c'est un droit de créance, n'oubliez pas. Hein. C'est l'assurance maladie qui va payer. Qui va-t-elle payer? Elle va d'abord payer, elle va rembourser les frais payés aux médecins privés. Pour l'hôpital public, il n'y a pas de frais de remboursement. Il y a des transferts de budget. C'est le budget qui est transféré. Pour le secteur privé, il y a des bénéfices. Pour le secteur privé, il y a des profits. On va parler de profit. Hein. Le profit, il est neutre. Il peut être positif ou négatif, mais il y a d'autres concepts qu'on doit introduire. Les profits, s'ils sont positifs dans le secteur public, ils repartent vers le ministère qui va les remettre dans un budget, ou bien il va réduire le budget. Dans le secteur privé, ils vont dans la poche des personnels. Ça dépend du conseil d'administration. Donc, qui a le plus d'incitatifs à soigner? Est-ce que c'est le secteur privé? Est-ce que c'est le secteur public? Le secteur privé a des incitatifs pour soigner. Parce qu'il y a un bénéfice, il va encaisser de l'argent. Le secteur privé, public, est-ce qu'il a un incitatif pour soigner? Il n'a rien qui va dans sa poche.
il a un salaire. Donc, ça, c'est un aspect très complexe, hein, on ne le gère pas, les incitatifs. Maintenant, comment mesurer la performance dans un secteur médical? Est-ce que c'est par le nombre de victimes, de morts? Est-ce que c'est par le nombre de personnes guéries? Dans la santé, il n'y a pas de guérison. Quand l'individu est atteint, il est atteint. Il est atteint. Vous avez une dent qui est malade, soit vous la soignez, donc elle ne guérira jamais, vous êtes soulagé de la douleur, soit vous l'enlevez. Vous n'avez plus de douleur, mais vous n'avez plus de dents. Donc, il y a la distinction entre un soin et un remède. Il y a un acte médical. Il y a un acte médical. L'acte médical n'est pas une production. C'est un intrant dans la production. La production dans le système de santé, c'est un soin. L'acte médical est un intrant. Je vais maintenant, ça, c'est une partie du cours sur la santé. Hein. Ça, c'est une partie du cours sur la santé. La loi sur la santé canadienne, je vais vous lire, c'est la loi, hein, c'est la loi. Lorsque, accessibilité, les résidents assurés d'une province ou d'un territoire doivent avoir un accès raisonnable aux services de santé assurés selon des modalités uniformes et ne doivent pas être restreints directement ou indirectement par des frais modérateurs ou une surfacturation ou d'autres moyens comme par exemple une discrimination basée sur l'âge, l'état de santé ou la situation financière. Article 12. Attention, accès raisonnable là où les services sont offerts, ce qui permet une accessibilité différente selon le lieu. Dans ce genre de loi. Il y a une deuxième loi, l'universalité. Tous les résidents assurés de la province ou du territoire doivent avoir droit aux services de santé assurés par le régime d'assurance. Et la différence, le problème numéro 1 dans la loi, canadienne, c'est l'accès raisonnable. C'est l'adjectif raisonnable. D'un point de vue économique, le mot raisonnable n'a absolument aucun sens. Pourquoi? Parce que personne ne peut le définir. Est-ce que la loi canadienne est mal faite? Non, elle n'est pas mal faite. Elle est très bien faite. Le mot raisonnable est réservé justement à la complexité de la problématique. Et ça, c'est la fenêtre ouverte aux politiques, aux élections, etc. Chacun va venir dire, pour moi, l'accès raisonnable, par exemple, les soins dentaires sont des soins de base, ne sont pas des soins de confort ou des soins de luxe. Donc, le ministre va engranger des voix. Une précision, ici au Canada, pour être ministre, il faut être un élu. Vous pouvez regarder sur Santé Canada ou Santé Québec. Vous allez lire la presse, vous allez voir la réglementation, c'est des tonnes de documents. C'est des tonnes et des tonnes de documents. Dans les annales québécoises, c'est la première fois qu'il y a une pétition pour la démission du ministre de la Santé.
ça a fait un boucan ici. C'est un élu, monsieur. C'est un élu. Il a été élu démocratiquement et il est devenu ministre. Il a été nommé ministre de la Santé. C'est-à-dire, lui, il tombe sous deux lois, hein, la responsabilité parlementaire et la responsabilité ministérielle. Ici, c'est des lois, hein, c'est pas de la blague. Ça a fait un boucan. Si au Québec, quand l'actuel ministre de la Santé, qui est professeur en cardiologie, hein, en tout cas, il est professeur dans une... qui est spécialiste à cette affaire-là, qui est spécialiste dans une branche de la médecine, il était syndicaliste. Donc, il a bataillé, il a gagné. Il a gagné contre le ministre de la Santé. Le ministre de la Santé, oui, on va satisfaire vos revendications. Actuellement, l'actuel ministre de la Santé, c'est l'ancien syndicaliste. Et l'ancien Premier ministre de la Santé, c'est le Premier ministre. Ils sont partis ensemble, c'est-à-dire, ils ont fait la paire. Récemment, si vous avez lu la presse canadienne, québécoise, les médecins spécialistes ont eu une augmentation de 2 milliards de dollars. Bon, répartis sur 10 ans, bien sûr, il a les détails. Pour la première fois, les médecins spécialistes ont refusé une augmentation de salaire. Dire qu'ils sont débiles. Non, ils ne sont pas débiles. Parce qu'ils savent que ce sont les autres lobbies qui vont se réveiller. Le lobby des infirmières, ici on est infirmières parce que 99% c'est des femmes. Le lobby des autres agents qui travaillent dans la santé, monsieur, nous aussi, on doit être augmentés. Qu'est-ce qui va... quel est le problème, du moins, l'une des causes qui a fait refuser cette augmentation aux médecins du Québec, c'est les attributions. Est-ce qu'un geste posé par une infirmière est un geste paramédical ou un geste médical? Parce que le tarif diffère. Est-ce que le geste posé par un médecin omnipraticien est un geste d'omnipraticien ou bien un geste de spécialiste? Parce que les tarifs changent. Ben, ça, c'est des pratiques. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la tarification à l'acte. Si elle est introduite en Algérie, sans assurance maladie et sans définition de la couverture médicale universelle, avec les niveaux de pauvreté dont j'ai parlé tout à l'heure, ce sera un désastre humain. Le désastre humain, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous allons perdre le Sud parce que les populations du Sud n'ont pas les mêmes infrastructures qu'au Nord. Supprimer le service civil serait un crime. Il serait un crime contre les Algériens. Et les Algériens qui ne vont pas bénéficier des services de santé de la part des spécialistes vont se révolter. Les médecins spécialistes sont allés dans une bagarre extrême. On va venir maintenant sur la bagarre, entre guillemets, entre le ministère de la Santé et les médecins spécialistes. Le ministre de la Santé n'a pas voulu répondre, à ma connaissance, hein, avec des réserves. Hein, il n'a pas fait de déclaration dans la presse, etc. Il a déposé plainte auprès des tribunaux pour faire déclarer que la grève des médecins résidents est illégale. Ça veut dire qu'il ne voulait pas répondre sur le fond. Il ne voulait pas répondre aux revendications. En refusant de répondre aux revendications, ça veut dire que les intentions dans la loi de la santé sont radicalement différentes des intentions des médecins résidents.
Oui, c'est un compris. Monsieur, la politique publique imposée par l'UFMI veut aller dans la tarification à l'acte. Les médecins spécialistes demandent la suppression de tout ça et les revendications qu'ils ont exprimées. Donc, pour ne pas répondre sur le fond, il a envoyé ça à la justice, qui a déclaré, en référé ou je ne sais pas quoi là, que la grève est illégale. En déclarant que la grève est illégale, c'est tout le monde qui paie là. C'est tout le monde qui subit la tronçonneuse du programme d'ajustement structurel. Les malades ne sont pas soignés, les médecins sont en grève et manifestation, ils se font matraquer par la police parce que le procureur a ordonné la dispersion du rassemblement, ou je ne sais pas quoi, plus la loi qui interdit les rassemblements dans les villes, à Alger, etc. Donc, voici ce qui se passe. Bon, en allant sur le tribunal, les médecins spécialistes auraient pu aller sur le tribunal, poser le caractère de la constitutionnalité de la loi sur le service civil. Ça, c'est un combat. Ça, c'est du travail. Poser le caractère de la constitutionnalité du service civil. En posant le caractère de la constitutionnalité du service civil, ça c'est une autre histoire. Vous allez ouvrir la boîte de Pandore, qui est la Constitution. Parce que dire que les ingénieurs, par exemple, diplômés de Polytechnique, ou je sais pas, ou de Wadsmar, ou quelque chose comme ça, sont dispensés du service civil, alors que les médecins spécialistes ou les médecins généralistes sont astreints au service civil. Oui, monsieur, il y a un argument juridique. C'est le droit humain. C'est un droit humain. La loi va dire, monsieur, ça c'est un droit humain, l'État doit l'assurer. Mais par contre, un architecte qui dessine des maisons ou bien qui fait des chantiers de génie civil, monsieur, c'est pas un droit. Il y a ce truc-là. Il y a ce truc. Donc, mais en posant le caractère de la constitutionnalité, c'est énorme. L'autre maintenant, la dispense du service militaire. J'ai fait mon service militaire à Blida dans 2 années. Bon, à l'époque, j'étais informaticien. Mais moi, j'ai fait du travail administratif banal, hein, plein, dégoûtant. Monsieur, pour les médecins, on peut vous imposer, dans ce cas-là, un service militaire de 3 ans pour tout le monde. Ou bien un choix entre un service militaire de 2 années et un service civil de 3 années. C'est la loi, on va l'imposer. D'autant plus que le programme d'ajustement structurel est en train de faire des ravages dans le budget de la défense nationale. Hein. Il est en train de dépouiller l'État algérien de la défense nationale. C'est pour ça que j'ai signé des textes pour le Centre de recherche sur la mondialisation. Alors je profite oui, il y a un truc que je dois montrer. Je ne sais pas si vous voyez ici ce schéma. Les soins de santé et la gratuité. Efficacité de la quantité de soins fournis. Dans le sens de prix qui n'est pas prêt à payer, etc. Ça, c'est des salades de théorie économique. Je vais vous les épargner. Sont très durs. Voici le prix de la consultation, de 0 jusqu'à 50 $. C'est juste une illustration. Vous avez le nombre de consultations. Il est là. Ça, c'est la demande de santé. Ça, c'est l'offre de santé. Voilà ce que la nouvelle loi sur la santé veut enlever, l'excès de demande. Pour enlever cet excès de demande, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils doivent réduire l'offre, c'est-à-dire cette barre-là, du moins cette droite-là, elle doit descendre. Elle doit descendre le plus possible. Comment la faire descendre? On ne peut pas descendre le prix. Les médecins ne vont pas accepter. Ils ne vont pas accepter ça. Donc, ils vont augmenter, ils vont introduire des frais médicaux. Des frais, j'ai la caméra qui signale, donc...
Je vais continuer un petit peu rapidement sur le truc de la santé. Je vais vous montrer juste des trucs là. Ça, c'est efficacité de la quantité de soins fournis. Ici, c'est toujours l'excès de demande. Ici, c'est l'abaissement des honoraires remboursables. Par exemple, si une consultation médicale coûte aux patients, aux malades 10 000 dinars, les services de de l'assurance maladie, hein, je fais la différence entre la sécurité sociale et l'assurance maladie. Les services de l'assurance maladie vous proposent un remboursement de 1000 dinars. Il y aura une baisse de la demande. Personne n'ira parce qu'un malade ira en consultation. Le médecin lui dira qu'il faut une consultation spécialisée qui coûte 10 000 dinars. Donc, il ne va pas y aller si la médecine est gratuite. Maintenant, si la médecine n'est pas gratuite, ça veut dire que le médecin spécialiste va perdre 10 000 dinars. Hein, et il va les perdre. Voici ça. L'équité de la répartition des soins, c'est très important. Il y a un phénomène, un dernier point, comme ça, ensuite je vais revenir prendre un petit peu le côté, la défense des médecins. On l'a constaté, on le constate même ici au Canada, il n'y a pas de problème. Hein. Quand je me suis fracturé la cheville, je suis resté 28 heures dans les urgences. Du moins, 28 heures à l'hôpital, 27 heures dans les urgences et à peu près 1 heure chez le spécialiste. 27 heures avec un glaçon sur ma cheville, sur une chaise roulante, c'est tout. Hein. Donc, je suis passé chez le spécialiste après 27 heures. Il a pris la radio, il a vu, bon, fracture grave de la malléole gauche, monsieur. Vous devez faire attention, vous allez avoir une douleur éternelle, quelque chose comme ça. Quand il fera chaud, quand il fera froid, vous allez sentir de la douleur. Bref. Je passe chez les infirmières, elles m'ont pris en charge, j'ai commencé à blaguer avec elles pour avoir un plâtre de meilleure qualité. Bon, ça n'a pas marché parce que le médecin était à côté, le chef d'équipe était à côté, je sais pas quoi, là, etc. Ils m'ont mis un béton jusqu'au genou. Du béton. Bref, ça se passe au Canada. Il y a un phénomène de file d'attente. Quand les patients viennent à l'hôpital, quand ils sont sûrs que le soin est gratuit, ils peuvent venir en nombre. Donc, quand c'est un soin, quand c'est une urgence, particulièrement dans le cas des urgences, ou bien des cas jugés graves, un malade, une victime d'un accident de circulation, je ne sais pas quoi là, ou d'une attaque cardiaque ou quelque chose, il va se présenter aux urgences, il passe rapidement, le premier. C'est le premier arrivé, le premier servi. Il passe rapidement. Un deuxième malade vient dans une situation extrêmement grave. S'il n'y a pas de ressources dans l'hôpital, il va attendre longtemps. Quand un troisième, un quatrième arrive, tout dépend de la gravité de la situation, il y a un phénomène dans les files d'attente qu'on appelle les files d'attente explosives. Ça, c'est un phénomène statistique, il est dit stochastique. Stochastique, c'est-à-dire il est ingérable. D'un point de vue mathématique, il est ingérable. On ne sait pas quand est-ce qu'il se produit, et quand un malade dans une situation un peu grave est pris en charge par des médecins, des spécialistes, par une équipe, on va dire comme ça, pluridisciplinaire, cette équipe ne sait pas combien de temps elle va mettre sur son cas. Ça, c'est des problèmes très sérieux, des problèmes de management, hein, ils n'ont rien à voir avec la médecine. Pour ne pas... Je vais introduire maintenant, le développement intellectuel, c'est-à-dire
ce qu'on appelle la littératie, c'est-à-dire وين كنا دي يهضر وين كنا غادي يهضر اللي يعرف يهضر اللي ما يعرفش يهضر وين كنا تعرف تا فرانسيست تا قبيلي je sais pas quoi, il se présente dans un hôpital, dans un centre de soins. Je vais prendre des cas réels. Je vais citer des noms de médecins parce que j'ai envie de leur tirer chapeau. Il y a assez longtemps là, à l'arrêt, dans une voiture, j'étais passager. J'étais passager. Paf, un certifiant nous rentre dedans par l'arrière. Sur le coup, j'avais senti des douleurs comme ça aux épaules, un peu au dos, hein, sur une route nationale. Bref, la gendarmerie, c'est ça, c'était dans les gorges de Palestro. Les ambulances, la gendarmerie, les constats, etc., etc. Sur le champ, je marchais sur mes pieds. Ils ont évacué les blessés, le bonhomme à l'arrière, ils étaient deux personnes. Ces deux personnes, donc ils ont eu des dégâts assez importants sur le visage et le nez, les arcades, etc. Ils ont été évacués. Après la fin des constats, etc., etc., etc. Bon, ben, moi et le copain, on a été libérés. J'étais passager parce que le copain était descendu. Le soir, j'étais hébergé, j'étais complètement sonné. Bon, problème avec la gendarmerie, etc. J'étais hébergé par un ami au Watsmar, au centre d'études et de recherche en informatique. Je lui ai dit, j'ai besoin d'une chambre tout seul. Il m'a donné une chambre tout seul. Étudiant, j'étais Azman. Le lendemain matin, je ne pouvais pas bouger mes bras comme ça. Je ne pouvais pas les bouger. Et je ne pouvais pas les bouger, je ne pouvais pas descendre de mon lit. Je ne sais pas comment est-ce que j'ai pu faire pour ouvrir la porte de l'intérieur. Ça, on m'a évacué de Watsmar, c'était à Belfort. On m'a évacué à Belfort. Le médecin, il a fait un toucher, je lui ai dit, je ne peux pas bouger mes épaules, etc. Il me dit, qu'est-ce qui se passe? Je lui ai dit, hier, un accident de circulation, ceci, cela, 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 cela. Il me fait comme ça un toucher très léger, il me dit, viens, venez. Il me fait une radio, il me dit, c'est bon, il n'y a pas de fracture, il n'y a pas de fracture des cervicales. Bon. C'est bon, j'ai eu mal, etc. Je sais pas, j'ai pris un comprimé ou deux. Bon, ben après, ça s'est tassé. Les années 90, 91, ça c'était en 86, 87, quelque chose comme ça. J'avais des douleurs atroces à la plante des pieds. Atroces à la plante des pieds. J'ai vu, on avait un centre médico-social de médecins, de spécialistes, etc. Je salue. Actuellement, il doit être professeur, hein, professeur. Sadib Louise. Monsieur, bon, brave. Donc, il y avait des rhumatologues, il y avait tout, centre médico-social. Rien, ça ne fonctionnait pas, je mangeais du Voltaren. Je consultais d'autres médecins spécialistes à Cuba, des professeurs, etc. À Benaknoun. Je consultais des médecins spécialistes, rien, ça ne marchait pas. J'ai été même jusqu'à prendre des breuvages, comment on appelle ça, des breuvages médicinaux. Hein. Il fallait, c'était atroce, donc bon, mais je continuais à travailler, j'avais pas le choix. Et mon directeur de l'époque me dit, Chérif, s'il te plaît, est-ce que tu peux me donner un coup de main dans des analyses statistiques, des graphiques, d'un travail fait par chirurgien de l'hôpital de Cuba. Abdelrahman Talbi. Abdelrahman, si tu me vois, salut. Abdelrahman Taibi. J'ai un peu, comme tous les chirurgiens, là, il était un peu machin, on riait beaucoup, etc. Donc il passait à mon bureau, on essayait de voir un petit peu les graphiques, les analyses, les chiffres, etc. Un petit peu le baratin, là, qu'il utilisait dans la médecine, dans la chirurgie laparoscopique. Elle venait tout juste d'être introduite. Bah, on déjeunait ensemble, etc. Et Abdelrahman, j'ai très mal aux pieds, là, la plante des pieds, elle me casse les pieds, etc., etc. Elle me dit, c'est pas grave, ça va te passer, comme ça, en blaguant. Ah, mais c'était sérieux, puis je dis, c'est chronique.
Voilà, donc de temps en temps, je passais à l'hôpital de Cuba pour travailler avec lui. C'était à partir de 15h30, 16h, ça dépend, c'était en pleine journée. Un peu, il m'invite pour assister à une intervention chirurgicale, chirurgie laparoscopique. Et il dit, ben, enfin, lâche-moi avec ça, je ne veux pas. Je ne veux pas voir tout ça là. Du moins, ça ne m'intéresse pas actuellement. Une fois, après une séance de travail ensemble, il dit, chef, tu vas venir avec moi, tu vas assister au briefing avec le professeur. Il était 8h du soir, 7h30, 8h, je ne sais pas à peu près, en tout cas c'était la fin, début de soirée. On monte dans les escaliers, il y avait ce professeur, il était en jean. Il me dit, qu'est-ce que vous avez avec le bout là? Il dit, des douleurs atroces aux pieds. Abdelrahman m'a aidé un petit peu pour parler au professeur, etc. Il me dit, non, ça va vous passer. Il a dit, bon ben, je lui ai dit, 1000 spécialistes m'ont dit la même chose que vous. J'ai senti que j'avais commis un écart. Je lui ai dit, ah bon, écart commis pour commis, autant continuer avec les écarts. Il dit, y compris le professeur Intel. Il me regarde comme ça. Je sentis, je lui ai dit, je m'excuse. Bon, Abdelrahman m'a présenté, c'est l'informaticien qui travaille avec nous, etc. etc. Bon. Je m'excuse. Il me dit, est-ce que je peux commettre un petit écart avec vous? Il me dit, c'est le professeur. Il me dit, juste un petit écart? Oui, je lui ai dit, juste un petit écart. Il me dit, allez-y. Je lui ai dit, moi, je ne suis pas médecin, je ne suis pas chirurgien, je m'en fous, là. Je peux vous appeler Daboussad. Il me dit, Dayaki. Il n'a pas dit Daboussad, comme ça, devant tous les chirurgiens. Bon, il était respecté, une forte personnalité. Et il a dit à Abdelrahman, Inès, prends-le, tu lui fais une radio du cou, ça je me souviens, en 3/4. Donc, avec Abdelrahman, chirurgie, radiologie, etc. etc. Abdelrahman me fait la radio. Elle sort, elle est imprimée là, elle est produite, il jette un coup d'œil, ça y est, tu es guéri, tu as un problème au cervical. Ah bon? Et il va le régler. A vu donc Daboussad, a vu la radio, il laisse rééducation intensive. Rééducation intensive 5-6 ans après, même plus. Donc, puisque je rends des services à l'hôpital, etc., donc il y a eu des séances de rééducation, on va dire premier choix, comme ça, intensive. Après 6-7 séances de rééducation, probablement, tout allait bien là, tout allait bien, très bien. Donc, waouh, il n'y avait plus de douleur à la plante des pieds, maintenant il n'y a plus de douleur, c'est rare vraiment à cause de la douleur, la fracture à la cheville. C'est rare. Ça, c'est donc Abdelrahman Taibi et Daboussad Meraji. Il y avait un autre chirurgien, j'ai oublié son nom. Si je comptais en coûts comptables, hein, pas en coûts économiques ou sociaux, hein, en coûts comptables, tous les comprimés que j'ai pris, toutes les consultations que j'ai reçues, toutes les radios, etc., j'étais assuré. Donc je ne payais quasiment rien, hein, du moins quasiment rien, je payais le frais de taxi, tout ça. Pendant à peu près 2 années et demie, je vais dire comme ça, au bas mot, les coûts comptables, hein, m'ont coûté à l'époque, on va dire 10 000 dinars. 10 000 dinars. S'il y avait 1000 cas comme moi en Algérie, ce serait 10 millions de dinars. C'est 1 milliard de centimes. Pour un problème non décelé. Un problème ordinaire non décelé. Je ne parle pas de la compétence, ça c'est pas mon fort, et pourtant, je ne parle pas de la compétence des médecins ou des spécialistes, où je ne la discute pas, etc., parce qu'il y a le serment d'Hippocrate, parce que le médecin, le spécialiste va vous dire, je ferai l'effort maximal pour vous soigner.
En économie de la santé, l'effort maximal est une idiotie. En économie de la santé, hein, capitaliste. C'est une idiotie. Il n'est pas mesurable. Parce qu'en économique, tout doit être mesuré. Il n'est pas mesurable. Donc, pour les médecins spécialistes en Algérie, l'introduction de la tarification à l'acte, qui est le projet de loi là qu'ils veulent, a un côté positif. À l'acte, un acte de chirurgie, par exemple, coûte 10 000 dinars. Pratiquer, je ne sais pas moi, 20 actes de chirurgie, c'est 20 millions de centimes. Je ne connais pas les salaires. Hein. Donc, le coût de l'acte chirurgical est important. Donc, si vous faites dans la performance, dans le secteur public, donc vous pouvez gagner beaucoup d'argent. Ça, c'est l'avantage. On gagne beaucoup d'argent. Beaucoup plus. Mais en contrepartie, il y a, ce qu'on appelle le plafonnement des gains. C'est ce qui se passe au Canada. Le plafonnement des gains. Qu'est-ce qu'il y a derrière le plafonnement des gains? C'est la transformation du médecin en commerçant à l'intérieur du service public. Quand on transforme un médecin en commerçant à l'intérieur du service public, on en fait ce qu'on appelle ici une Inc., une entreprise. C'est-à-dire qu'il sera soumis à un régime fiscal d'entreprise ou de commerçant. Maintenant, ça, dès qu'il y a un bénéfice, il y a un contrat de performance. Le danger, le danger dans les contrats de performance, c'est l'indicateur de mesure. Avec quoi on mesure une performance? Généralement, on utilise les victimes, le nombre de décès. Généralement, c'est le nombre de décès parce que c'est l'unique unité de mesure comptable. Qu'on peut 10 sont morts, 1,5, on ne peut pas dire 1,5, 1 est mort, etc. Dès qu'on introduit ça, bon, premièrement, vous avez les syndicats qui doivent disparaître parce qu'ils doivent travailler, sinon on ne gagne pas l'argent. Un médecin syndicaliste, s'il ne pratique pas, il ne va pas gagner de l'argent. S'il veut faire du syndicalisme, il va le faire après les heures de travail. Mais dès qu'on introduit cette tarification à l'acte et le contrat de performance, automatiquement, doit être suivi d'un contrat de licenciement. Monsieur, si tu ne fais pas de la performance, tu seras licencié. Bon, il y a d'autres aspects moraux, éthiques, etc. Donc, voilà un petit peu pour la performance, comment est-ce qu'on la mesure la contractualisation, la transformation d'un médecin du secteur public en commerçant à l'intérieur de trucs. Donc, du coup, en introduisant ça, on introduit la responsabilité morale. Et la responsabilité morale, c'est un conseil d'éthique, de déontologie. Et la responsabilité pénale éventuellement. Il y a assez longtemps, ma mère, en Kabylie, elle vivait en Kabylie, moi je travaillais à Alger, elle commençait à se plaindre de douleurs au niveau de la tête, au niveau des oreilles, au niveau des yeux, au niveau de la gorge, de tout. Donc mes frères qui étaient en Kabylie, mes sœurs, mes cousins, les amis de tout le monde, les amis des cousins qui étaient dans la médecine, etc., y compris mon frère de lait qui était médecin, ma sœur qui est dentiste, etc., plus les relations amicales, le voisin Mourad Alilat, ophtalmologue. Voilà, donc elle souffrait, elle avait mal. Elle me dit, les bilans ne disaient absolument rien, elle avait un début de phlébite au niveau du pied, bref. En fin de semaine, je pars en Kabylie, le mercredi soir, le jeudi matin, je me réveille, il passe à côté de moi, je lui dis « Sabah al-Khareima, bonjour ma mère ». Elle ne me répond pas. Il dit, ça commence à...
Ma mère qui ne me répond pas à Sabah al-Khair, c'est grave, d'autant plus qu'elle m'a regardé. C'est grave, il y a un problème. Est-ce que c'est un problème? Je ne sais pas de quel type de problème. Il a dit, là, c'est grave, là, la journée sera gâchée. Elle repasse devant moi. Si je la regarde comme ça, un peu ébahi, surpris, elle me regarde. Elle a vu que moi aussi j'étais mal à l'aise. Et en kabyle, je me dis, c'est l'enfer ça. Quand ma mère m'a dit, pourquoi tu ne m'as pas dit bonjour, pour moi j'avais senti la fin du monde. Hein. C'était la fin du monde. Il m'a entre parenthèses elle a du moins à Khamis exactement. Khamis qu'on considère comme Khamna, mais la Khamgma. On lui a dit qu'on était malade, les médecins disent que c'est psychologique. Elle est psychiatre. Parce qu'elle a perdu. Quand mon père est décédé, ma mère a pris très mal le coup. Hein. C'était Roméo et Juliette. À la maison, elle avait une maison kabyle, donc elle avait sa petite écurie derrière la maison. Et donc, Dina, il y avait un mouton, il y avait une chèvre, il y avait ses poules, son coq, ses lapins, je ne sais pas, voilà, etc. Il y avait Shvelinzit. Dans un coin comme ça, Shvelinzit, elle a tout le monde de kabyle. Elle ne parle pas le français, elle ne parle pas l'arabe, uniquement Taqbelit. Elle comprend que c'est bonjour, à force de voir la télé. Donc elle a Shvelinzit immense. Mais elle n'a pas de jarre. Donc il faut que je lui prenne une d'ici du Canada. Et donc, j'ai mal vécu le truc immédiatement, comment je lui ai juré, c'est maintenant Sabah al-Khair. أنا كان يسمح لي تسليغالا. أروح أمي تبقى القهوة، أروح bien mon fils, je vais te donner du café. Quand votre mère vous dit Ami, c'est Dieu qui parle. C'est Dieu. Dieu est dans la voix des mamans. Ah, Dieu est dans la voix des mamans. Bon, je pars à Bougie. Je croise un ami. Le matin même, je pars à Bougie et je croise un ami. Prénom, c'est Smaïl. Il travaille à l'université, du moins dans l'administration de l'université de Mfgaïth. Si mes souvenirs sont bons, il s'appelle Hariq. Smaïl, si tu me vois, un blond, brave garçon, tu travailles à l'université, du moins dans l'administration de l'université, normalement ton nom de famille c'est Hariq. Je lui raconte, je dis comment va la maman, ceci, cela, etc., etc. Ma maman, c'est tout le monde qui la connaît. La double de Bzak connaît tout le monde, etc. Luc Cholet, Rani Amoufak connaissent le Makharoud Gemma, Agrom, etc. Je lui raconte le petit incident avec ma mère. Je dis, on va voir mon oncle, Khalis. Spécialiste en ORL. Quelque chose comme ça. Je dis bien, c'est l'oncle Asmaïl Hariq. Docteur Semhiye, je m'excuse d'avoir oublié le prénom. Je m'excuse d'avoir oublié le prénom. Donc on passe le voir, quelque chose comme ça. Le docteur Aki, il est de la maman, je vais la boire. J'ai pris la maman, et Zalat, etc. Puisque c'est moi qui ai pris le relais, mes frères, laissez-moi, je m'en occupe. Ce docteur, tu me fais toutes les prescriptions possibles. À Alger, à Tataouine, les bains, etc., etc. Toutes les prescriptions possibles, tous les bilans dont tu as besoin, de toutes les radios, tous les scanners, le maximum. Et il y a des trucs que tu ne peux pas avoir, difficiles à avoir, à Alger, dans des cliniques spécialisées du type Aitidir. Aitidir, l'hôpital Maillot, ex-hôpital Maillot Bablouette. Là où on soigne les sclérosés en plaques. Et il m'a donné, il m'a fait comme ça, une liste comme ça. Donc, grâce à mes amis médecins du CMS, grâce à d'autres amis, etc., etc., bon, ben,
J'ai pu faire tous les bilans en l'espace de 3 semaines à peu près, etc. Ma mère qui ne comprenait absolument rien, c'est dingue, elle ne comprend rien, etc. Donc il fallait marcher avec elle, etc. Plus il fallait gérer sa peur quand elle voyait les câbles qui vont lui broncher, etc. etc. Bref. Je reprends l'image chez le docteur, l'oncle Asmaïl Harir. Je suis vraiment gêné par l'oubli du nom, de l'identité de ce médecin spécialiste à Bougie. Ce jour-là, il y avait donc ce médecin spécialiste, il y avait le docteur Belataf avec lui, moi-même et ma mère. On a été à l'ancien hôpital de Béjaïa, on rentre dans le cabinet de consultation, le médecin spécialiste lui disait « allonge-toi ». Allonge, il a vu le bilan, il a vu tous les papiers, toute la paperasse, etc. Il a allongé, il a commencé à lui poser des questions. Ma mère qui me dit c'est le patois bougiote, etc. D'accord, donc je faisais la traduction. Il t'a demandé ceci, cela. Donc il répondait, etc., etc. Rien à faire. J'ai entendu ce médecin spécialiste, je l'ai entendu. Est-ce un cas grave? Il a constaté, j'ai perdu les pédales là. Il dit non, c'est un cas simple, mais difficile à diagnostiquer. Il est difficile à diagnostiquer, mais c'est un cas simple. D'après les bilans, c'est un cas simple, mais difficile à diagnostiquer. Ce sont les malades les plus complexes. Ah, t'as vu, un chétan. Il peut la parler. J'ai commencé à... Là, sur quel sujet? Il a commencé à me faire parler de tout, etc., etc. Comment est-ce qu'elle a vécu avec Baba? Elle a eu, je pense qu'elle a eu 18 grossesses. 900 vivants, 400 décédés, plus les fausses couches, etc. C'est comme la mère de David Ricardo. David Ricardo, l'économiste, c'était 18. C'était une fratrie de 18. Il a commencé à parler de tout. Est-ce que tu étais malade? Est-ce qu'on t'a frappé quand tu étais enfant? Est-ce que ceci? Est-ce que là? Dès que jamais, tout ça, ça n'existe pas. Etc. Il a fait la parler. Les deux médecins, il continue à la faire parler. Je parlais tout. Je pense que j'ai même posé des questions. Quelle est l'équipe de football que tu aimes? Je ne sais pas là, parce qu'il y a des footballeurs à la maison là. C'est pas possible là. C'est difficile, c'est complexe, il continue. J'étais à bout de questions. Maintenant, si ces deux médecins venaient chez nous à la maison, qu'est-ce que tu vas leur faire? S'ils viennent en fin de journée, en soirée, à Rimensi, au dîner, il y a qu'est-ce que Sksoul, Khodra, Ayazur, je ne sais pas quoi, etc. Les deux médecins, je commençais à défendre ma mère. Vous ne connaissez pas le succès de ma mère, vous ne connaissez pas, arrêtez, il faut le manger d'abord pour faire. Oui, on connaît ce que c'est, etc., etc., etc. Et maintenant, c'est que Moussane t'aime dire, Moussane, je vais ce que c'est. Moi, Moussane l'après-midi. L'après-midi, Moussane l'après-midi, avant de dîner, je vais leur donner du café, de l'eau, de la limonade, et riz ou je sais pas quoi là, le macaroud et ifkitarat, le lait de chèvre, le macaroud. Pour moi, j'ai le macaroud guima. C'est un 10 étoiles. 12 étoiles, général, le macaroud. Ça va vous donner du petit lait de chèvre, du café au lait de chèvre, le macaroud, ceci, cela. Je commençais à vanter Rania, Moufak. Tu te souviens de l'Makhroud Guima? Il faut faire un papier sur maman. Là. Luc, en présence de Luc Cholet. Salsan. Les deux médecins, Salsan. Salsan. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. On va venir. D'autant plus que docteur Abdelrahman Aïssat, il le connaissait. Donc, on va voir Abdelrahman, ceci, cela, etc.
Docteur Aïssatka, Khoder, gynécologue, cousin Khoder. Mais il m'a qui me dit, quand je fais la traite de la chèvre, à chaque fois que je sors de l'écurie, j'éternue à Sarde. C'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est-à-dire à chaque fois qu'elle fait la traite de la chèvre, ramène du lait de chèvre, elle sort de l'écurie, elle éternue. Elle descend. Le médecin, le spécialiste, l'oncle à Harik, Smaïl, il a tu es guéri. C'est une allergie. Depuis quand tu avais ça? Depuis que j'avais l'âge 50, depuis que je commençais à faire ces petits travaux chez mon grand-père, avant qu'il se marie, quand il était enfant, dans l'écurie de Jdi. Depuis que j'avais 5 ans, j'avais la même réaction. Debout, vous avez une chèvre à la maison, là, je vois que c'est la dernière journée. Donc, on rentre à la maison. La chèvre, immédiatement, dégage chez Dada Majid, à l'écurie de Dada Majid. Bon, quelques petits traitements comme ça pour la soulager, et depuis ce jour, du moins, la douleur elle est là. Bon, quand c'est atteint de 5 ans jusqu'à 60 ans, jusqu'à 60, 62 ans de souffrance, là, c'est atteint. Ça, à cause de Al-Sard, à cause de Tarbélit. Je vais en coût comptable. Si nous avions payé toutes les consultations, si nous avions payé toutes les lunettes qu'elle avait eues, tous les bilans, tous les déplacements, etc. C'est-à-dire que ma mère nous aurait coûté 250 000 dinars, 25 millions de centimes. Et s'il y a 1000 cas comme ma mère, c'est 250 millions de centimes. 250 millions de dinars, c'est 25 milliards de centimes. Donc si on formait les médecins à Tamazirt, les médecins, les spécialistes à Tamazirt, etc., donc on aurait gagné probablement pas 25 milliards de centimes, mais on aurait gagné probablement, ça dépend des diagnostics, du niveau de connaissance, de la distribution de la connaissance, etc. On aurait gagné peut-être 2, 3, 4, 5 milliards de centimes. Ça, ce sont les gaspillages dans la santé et qui sont imputés aux médecins. C'est des gaspillages, ils sont imputés aux médecins, alors que c'est des frais, du moins. Ces gains qui ont été gaspillés pourraient être injectés dans la formation. Donc, mes chers compatriotes, en vous répétant que c'est la même typologie d'analyse pour l'enseignement dans l'état actuel de l'Algérie. En repensant au système de libération, au prix de la libération de l'Algérie. Revendiquer, oui. Défendre ce que vous voulez défendre, c'est légitime. Mais attendez-vous à avoir de l'opposition. La tarification à l'acte est l'enjeu principal. J'aurais pu défendre le contraire sans aucun problème. J'aurais pu le défendre. Mais dans l'état actuel des choses, je pense que la sagesse serait de bloquer la loi sur la santé pour assurer la gratuité d'abord dans la constitution algérienne, d'éviter, je dis bien, la catastrophe économique du tourisme médical en Tunisie. Le tourisme médical dont se vante la Tunisie a été une catastrophe dans sa balance de paiement. Il est l'une des causes des difficultés financières de la Libye. Il est l'une. Ça, c'est le tourisme médical. Peut-être que ça gagne beaucoup d'argent, ceux qui font ça.
les médecins français qui partent en Tunisie ou bien les médecins tunisiens qui se font payer en partie en devises, etc., etc. Il suffit de faire un petit arrangement de joint venture ou bien à l'amiable, etc. Mais dans l'état actuel des choses, faire du tourisme médical, faire de l'industrie du tourisme médical une source de profit économique sera une erreur monumentale dans le cas de l'Algérie. Dans le cas de l'Algérie, pour la Tunisie et le Maroc, ils sont libres. Chacun défend le truc. Mes chers compatriotes, c'est avec un cœur blanc que j'essaye, que je me suis adressé à vous, que j'essaye de faire ce que je peux pour ma patrie parce qu'ils ont décidé de la démolir. J'espère venir en Algérie bientôt, je l'espère. Peu importe ce qui arrivera. Mon espoir, c'est de donner une conférence qui bouge l'île pour conférence théorique, c'est de la théorie. Moi, je suis passionné par la théorie. Une conférence théorique sur les actions de Hussein Eid Ahmed. Et pour lui, ça sera pour l'ensemble de ceux qui ont œuvré pour notre patrie. Je vais la donner à vous, Gilles, par respect à Tête d'Artio, etc. J'espère vous voir là-bas. Je suis désolé, peut-être l'économie capitaliste, c'est différent de l'économie du sous-développement, là, en Algérie. La patrie a besoin de nous. La patrie a besoin de nous. Il faut la sauver du désastre. Il faut la sauver du désastre. C'est des mots durs que je dis de peine. Mais j'espère qu'avec vous en Algérie, quand je viendrai, j'espère que nous allons rire ensemble, que je fais une conférence très décontractée, avec des blagues, etc. Décontracté, mais on va parler du bon de la patrie. Bien sûr, je vous promets que vous allez tous connaître la jarre. Parce que je vais lui laver les pieds devant vous. C'est un ange. Sahito.